Bonsoir tout le monde, vous regardez C8 et c'est Voyage au bout de la nuit, votre émission littéraire du soir. Je suis très heureuse de vous retrouver pour la suite de la lecture d'une nouvelle écrite par Stefan Zweig en 1911, Brûlant secret. Avec un titre pareil, ça promet. Et dans cette nouvelle, il est question de jeu de séduction. Et évidemment, ce jeu de séduction va avoir plein de répercussions sur l'histoire. C'est l'histoire d'un jeune baron qui s'ennuie et qui est un véritable chasseur de femmes et qui a décidé de jeter son dévolu sur une jeune femme qui est une jeune maman qui est là, qui est dans ce centre de réhabilitation pour aller mieux, pour être en bonne santé, quoi. Elle est là pour son fils, Edgar, qui a 12 ans. Et voilà, et ce jeune garçon est flatté par l'amitié que lui témoigne ce beau et jeune baron. Mais évidemment, ce jeune baron est un manipulateur, un pervers narcissique. Ah là là. Oui, c'est dur à vivre, mais à la fois, ça fait des bonnes histoires. Et celle-là, elle nous est contée par Stefan Zweig. Je vous propose qu'on se replonge tout de suite dans notre lecture. Nous nous étions arrêtés à la page 23, donc on est vraiment au tout début du récit. Si vous nous rejoignez maintenant, vous n'avez rien raté, ne vous inquiétez pas, ou pas grand-chose en tout cas. Les présentations de ce jeune et beau baron et de cette femme plantureuse, cette jeune maman, et d'Edgar, qui lui est tout timide et qui s'ennuie dans cet hôtel dans les Alpes autrichiennes. Voilà, c'est parti? On y va? On part en voyage? Bonne lecture. Aimes-tu les chiens? Demanda le baron. Oh oui, oh oui, beaucoup. Bonne maman, elle en a dans sa ville de Baden, près de Vienne. Et quand nous y habitons, il était avec moi toute la journée. Mais ce n'est qu'en été. Nous en avons chez nous, dans notre propriété. Je crois bien 2 douzaines. Je t'en donnerai un. Un brun avec des oreilles blanches, un tout jeune. Veux-tu? L'enfant rougit de plaisir. Oh oui, fit-il aussitôt, d'une voix brûlante et avide. Mais ensuite, une pensée se fit jour en lui donnant un air anxieux et presque effrayé. Mais maman ne le permettra pas. Elle dit qu'elle ne veut pas de chien à la maison. Il donne trop de tracas. Le baron sourit. Enfin, la conversation se portait sur la maman. Ta maman est-elle si sévère? L'enfant réfléchit, regarda une seconde le monsieur, comme pour se demander si l'on pouvait déjà avoir confiance dans cet étranger. La réponse resta prudente. Non, maman n'est pas sévère. Maintenant, parce que je suis malade, elle me permet tout. Peut-être me permettra-t-elle même d'avoir un chien. Faut-il que je lui demande? Oh oui, je vous prie, fit le gamin exultant de joie. Dans ce cas, maman y consentira certainement. Hein. Oh. Et quel air a-t-il? Il a les oreilles blanches, n'est-ce pas? Sait-il apporter? Oui, il sait tout faire. Le baron sourit malgré lui à l'aspect des chaudes étincelles qu'il avait vu jaillir si vite dans les yeux de l'enfant. À présent, la timidité du début était vaincue et la passion, qui avait été retenue par la crainte, déborda. L'enfant peureux et anxieux de tout à l'heure était devenu subitement un gamin plein de pétulance. Ah, si sa mère était ainsi, pensa involontairement le baron, si elle était aussi ardente derrière sa réserve. Mais déjà, le gamin l'assaillait de questions. Comment il s'appelle, le chien? Caro. Caro? Jubila l'enfant. Malgré lui, il riait et exultait à chaque parole, enivré par cet événement inattendu, par le fait de voir quelqu'un s'occuper de lui amicalement. Le baron s'étonnait lui-même de son rapide succès, et il résolut de battre le fer tant qu'il était chaud. Il invita l'enfant à faire avec lui un brin de promenade, et le pauvre diable, qui depuis des semaines portait en lui le désir affamé d'avoir un compagnon, fut ravi de cette offre. Ingénument, il révélait tout ce que son nouvel ami cherchait, à savoir de lui au moyen de menues questions, semblant toutes fortuites. Bientôt,
Le baron fut parfaitement renseigné sur la famille d'Edgar. Il sut ainsi que l'enfant était le fils unique d'un avocat de Vienne, qui appartenait à la riche bourgeoisie israélite. Il eut vite appris que la mère n'était pas enchantée de son séjour au Semmering et qu'elle s'était plainte de l'absence d'une société sympathique. Il crut même pouvoir induire de la façon évasive avec laquelle Edgar lui répondit, lorsqu'il lui demanda si sa maman aimait beaucoup son papa, que là, tout n'était pas idéal. Il avait presque honte de la facilité avec laquelle il arrachait à l'innocent enfant tous ses petits secrets de famille. Car Edgar, très fier de voir que ce qu'il racontait était capable d'intéresser un adulte, ne cachait rien à son nouvel ami. Son cœur d'enfant battait d'orgueil à la pensée d'être publiquement dans une parfaite intimité avec une grande personne. Le baron, en marchant, lui avait mis son bras sur l'épaule. Et peu à peu, il oubliait qu'il n'était qu'un enfant et caquetait librement et sans retenue, comme s'il lui parlait à quelqu'un de son âge. Ainsi que la conversation le montrait, Edgar était très intelligent. Un peu précoce même, comme la plupart des enfants maladifs qui sont restés longtemps dans la société des adultes. Et ses sympathies ou ses antipathies atteignaient un degré de passion extraordinaire. Il ne paraissait jamais garder la mesure. Il parlait de chaque personne ou de chaque objet, soit avec enthousiasme, soit avec une haine si violente qu'elle tordait son visage et lui donnait presque un accent, un aspect méchant et hideux. Quelque chose de sauvage et de prime-sautier, qui provenait peut-être de la maladie qu'il venait de surmonter, mettait dans ses paroles une ardeur fanatique, et il semblait que sa gaucherie n'était qu'une crainte péniblement réfrénée de sa passion. Au bout d'une demi-heure, le baron était maître de ce cœur brûlant et agité. Il est si facile de tromper un enfant. C'est naïf dont on recherche si rarement l'amour. Le baron n'avait qu'à se reporter à son propre passé pour trouver tout naturellement que le gamin ne vit plus en lui qu'un camarade et qu'au bout de quelques minutes, il eut perdu le sentiment de la distance qu'il y avait entre eux. Il était si heureux d'avoir trouvé soudain dans cet endroit solitaire un ami. Et quel ami! Il les oubliait tous, les petits garçons de Vienne, avec leur voix fluette, leur bavardage sans expérience. Cette heure unique et nouvelle avait suffi pour noyer leur image et leurs souvenirs. Toute sa passion enthousiaste appartenait à présent à ce nouvel ami, son grand ami, et son cœur se dilata de fierté lorsque celui-ci, au moment du départ, l'invita à revenir le lendemain matin et qu'ensuite il lui fit signe de loin, tout comme un frère. Cette minute fut peut-être la plus belle de sa vie. Le baron sourit en voyant le gamin s'en aller en courant. L'intermédiaire cherché était maintenant tout acquis à sa cause. L'enfant, il le savait, accablerait sa mère de récits jusqu'à satiété. Il répéterait chaque mot. Et alors, le baron se rappela avec plaisir qu'il avait avec adresse tressé quelques compliments à l'égard de l'étrangère et qu'il avait toujours parlé à Edgar de sa jolie maman. Il était évident pour lui que le communicatif enfant n'aurait de cesse avant de les avoir mis en relation. Lui-même n'avait pas besoin de bouger pour atteindre la belle inconnue. Il pouvait maintenant rêver tranquillement et contempler le paysage, car il savait que d'ardentes mains d'enfant étaient en train de construire le pont qui le conduirait vers le cœur de la dame. Le plan, ainsi qu'il s'en aperçut une heure plus tard, était excellent et il réussit jusque dans ses petits détails. Lorsque le baron, s'étant à dessein mis un peu en retard, pénétra dans la salle à manger, Edgar tressauta sur sa chaise et le salua vivement avec un sourire de bonheur dans les yeux. En même temps, il tira sa mère par la manche et lui parla avec animation en désignant le baron par des gestes vus de tous. Gênée et rougissante, elle blâma sa grande exubérance. Mais malgré tout, elle ne put s'empêcher de regarder du côté que montrait l'enfant pour lui faire plaisir. Le baron en profita aussitôt pour incliner la tête avec respect. La connaissance était faite. Elle fut obligée de rendre le salut, mais ensuite, elle tint son visage penché sur son assiette et évita avec soin, pendant tout le repas, de regarder dans la direction du baron. Il en était tout autrement d'Edgar, dont les yeux étaient tournés sans cesse vers son ami et qui même, une fois, essaya de lui parler.
malgré la distance. Incorrection qui fut aussitôt énergiquement censurée par sa mère. Après le repas, on lui signifia d'aller dormir. Mais un actif chuchotement s'engagea entre lui et sa maman, dont le résultat fut l'autorisation accordée à ses ardentes supplications d'aller faire ses compliments à son ami. Le baron lui dit quelques paroles cordiales, qui de nouveau firent briller les yeux de l'enfant, et il causa avec lui pendant quelques minutes. Mais soudain, par une adroite volte-face, il se dressa en se tournant vers l'autre table et félicita sa voisine, quelque peu troublée d'avoir un fils si intelligent et si éveillé, vanta la matinée agréable qu'il avait passée avec lui. Edgar était là, debout, écoutant, rouge de joie et de fierté. Et il s'informa ensuite de la santé de l'enfant, posant tant de questions que la mère fut obligée de répondre. Et ainsi, ils aboutirent à un entretien assez long auquel le gamin assistait tout heureux, avec une sorte de respect. Le baron se présenta et crut remarquer que son nom sonore faisait une certaine impression sur la femme. En tout cas, elle était à son égard d'une prévenance extraordinaire, bien qu'elle restât très réservée, et même qu'elle prit congé de bonne heure, à cause de l'enfant, ainsi qu'elle ajouta en manière d'excuse. Edgar protesta vivement. Il n'était pas fatigué et il était tout disposé à rester là toute la nuit. Mais déjà, la mère avait tendu la main au baron, qui la baisa respectueusement. Cette nuit-là, Edgar dormit mal. Il y avait à la fois en lui un chaos de bonheur et de désespoir enfantin, car quelque chose de nouveau s'était produit dans son existence. Pour la première fois, il avait participé au destin des grandes personnes. Il lui semblait avoir grandi tout d'un coup. Élevé dans l'isolement et souvent malade, il n'avait guère d'amis. Personne ne s'était trouvé là pour satisfaire son besoin de tendresse, à l'exception de ses parents, qui s'occupaient peu de lui et des domestiques. Et la force d'un amour est toujours faussement mesurée quand on ne l'apprécie que d'après ce qui en fait l'objet, et non pas d'après la tension psychique qui le précède. D'après cet intervalle vide et sombre, fait de déception et de solitude que l'on constate dans tous les grands événements du cœur. Ici, il y avait une sensibilité débordante, inemployée, en état d'attente, qui se précipitait au-devant du premier être qui semblait le mériter. Edgar était là dans l'obscurité, à la fois ravi de bonheur et tout troublé. Il voulait rire, et il était obligé de pleurer car il aimait le baron comme il n'avait jamais aimé un ami, ni son père, ni sa mère, ni même Dieu. Toute la passion précoce de ces années passées s'attachait à l'image de cet homme dont quelques heures auparavant le nom lui était encore inconnu. Mais il était malgré cela assez intelligent pour ne pas se laisser dominer par l'inattendu et l'originalité de cette amitié nouvelle. Ce qui le troublait, c'était le sentiment de sa non-valeur, de son néant. Suis-je donc digne de lui, moi, un gamin de 12 ans, moi qui n'ai pas encore fait mes classes et qui, le soir, doit aller me coucher avec les autres, avant les autres, pensait-il en se tourmentant. Que puis-je être pour lui? Que puis-je lui donner? Cette impuissance douloureuse dans laquelle il se trouvait de manifester d'une manière quelconque son attachement à son ami le rendait malheureux. D'habitude, quand il avait gagné l'amitié d'un condisciple, son premier acte était de partager avec lui les petits trésors de son pupitre. Des timbres-poste et des pierres de couleur, ces possessions naïves de l'enfance. Mais ces choses-là, qui hier encore avaient pour lui une grande importance et un charme rare, lui semblaient à présent dénuées de valeur, misérables et ridicules. Du reste, comment aurait-il pu offrir ces bagatelles à son nouvel ami, à qui il ne pouvait même pas se permettre de rendre le tu que celui-ci lui donnait? Quel moyen, quelle possibilité avait-il de révéler ses sentiments? Il éprouvait de plus en plus le tourment d'être petit, d'être quelque chose d'à demi formé et d'incomplet, un gamin de 12 ans. Jamais encore il n'avait si violemment maudit sa condition d'enfant. Jamais il n'avait si intimement désiré se réveiller le lendemain sous l'aspect d'un adulte, grand et fort, tel qu'il se voyait dans ses rêves. Dans ses inquiètes pensées s'intercalèrent vite les premiers rêves colorés de ce nouveau monde de l'âge mûr. Edgar s'endormit enfin avec un sourire.
Mais le souvenir du rendez-vous qu'il avait pour le lendemain mina cependant son sommeil. Dès 7 heures du matin, il se réveilla avec la crainte d'arriver trop tard. Il s'habilla en hâte. Il alla embrasser sa mère étonnée, qui d'habitude ne pouvait le tirer du lit qu'avec peine. Et avant qu'elle eût pu le questionner, il se précipita dans l'escalier. Jusqu'à 9 heures, il alla et vint avec impatience, oubliant son déjeuner et uniquement préoccupé de ne pas faire attendre son ami. Enfin, à 9h30, le baron arriva d'un pas nonchalant et insouciant. Il avait depuis longtemps oublié le rendez-vous. Mais maintenant que l'enfant accourait vers lui, il fut obligé de sourire de tant de passion et se montra disposé à tenir sa promesse. Il prit le gamin par le bras et se mit à faire les 100 pas avec lui. Seulement, il se refusa, doucement, mais avec fermeté, à entreprendre tout de suite la promenade dont il avait été question. Il paraissait attendre quelque chose. Du moins, c'est ce que laissait supposer son regard, qui surveillait les portes avec une certaine nervosité. Soudain, son corps se tendit en avant. La maman d'Edgar venait de se montrer. Et rendant le salut du baron, elle se dirigea vers les deux amis. Elle sourit en guise de consentement lorsqu'elle a appris le projet de promenade d'Edgar, qu'Edgar lui avait dissimulé, comme étant quelque chose de trop précieux. Puis, elle se laissa vite gagner par l'invitation du baron à venir avec eux. Aussitôt, Edgar devint maussade et se mordit les lèvres. Comme c'était ennuyeux qu'elle arrivât juste à ce moment-là. Cette promenade lui avait pourtant été promise à lui seul. Et s'il avait présenté son ami, ce n'avait été qu'une gentillesse de sa part, mais non pas dans l'intention de partager son amitié avec sa mère. Quelque chose d'analogue à de la jalousie s'éveilla en lui, dès qu'il remarqua l'amabilité du comte à l'égard de sa maman. Ils se mirent donc en route, tous les trois. Et le sentiment de son importance et de son prestige, soudain, fut encore accru chez l'enfant par l'intérêt visible que le baron et sa mère lui portaient. Edgar fut presque toujours le sujet de la conversation, sa mère parlant avec souci, quelque peu hypocrite, de la pâleur et de la nervosité de l'enfant, tandis que le baron protestait en souriant et se répandant en éloges sur la gentillesse de son ami, comme il l'appelait. Edgar était on ne peut plus heureux. Il avait maintenant des droits qui ne lui avaient jamais été reconnus au cours de son enfance. On lui permettait de parler, on ne lui imposait plus silence aussitôt qu'il ouvrait la bouche. On pouvait même exprimer très haut toutes sortes de désirs qui jusqu'alors avaient été très mal accueillis. Et il n'était pas étonnant qu'en lui se développa le sentiment illusoire d'être une grande personne. Déjà, l'enfance n'était plus pour lui, dans ses rêves de lumière, qu'une chose du passé, semblable à un vêtement dont on se débarrasse parce qu'on est devenu trop petit. Au repas de midi, le baron, donnant suite à l'invitation de la mère d'Edgar, qui devenait de plus en plus aimable, s'assit à la table de celle-ci. La proximité avait fait place à un vis-à-vis et la simple connaissance s'était changée en amitié. Le trio était formé et les trois voix de la femme, de l'homme et de l'enfant résonnaient dans un accord parfait. L'heure parut venue à l'impatient chasseur de presser le gibier. Ce qu'il y avait de familial dans ces relations, l'existence d'un trio, lui déplaisait. C'était certes une chose bien gentille de causer ainsi à trois, mais finalement son intention n'était pas de causer. Et il savait que la mondanité, avec le jeu masqué de ses concupiscences, retarde toujours le jaillissement érotique entre l'homme et la femme, enlève aux paroles leur ardeur et à l'attaque son jeu. Il ne fallait pas que la conversation fît jamais oublier à cette femme l'intention véritable du baron, que, il en était sûr, elle avait déjà comprise. Sur cette éventualité intéressante, je vous propose de faire une petite pause dans notre lecture de cette nouvelle de Stefan Zweig, Brûlant secret, une nouvelle qu'il a écrite en 1911. Et voilà. Et on se retrouve un petit peu plus tard, si vous n'allez pas dormir ou si vous ne devez pas aller au travail. Allez, à bientôt.